cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace républicain. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de l'espace républicain, je vous souhaite à tous et à toutes surtout des très bonnes conditions de suivi de cette émission qui commence, une émission extrêmement importante dans la mesure où elle va s'articuler autour des faits essentiels, des faits sociopolitiques qui se sont déroulés cette semaine dans notre pays. Nous avons retenu, et vous le savez, nous avons retenu des faits. Le premier, c'est le retour d'Étienne Tshisekedi après 2 ans pour un séjour médical en Europe, séjour médical s'est transformé comme en séjour politique parce qu'il a organisé aussi un conclave à Genval avant son retour au pays comme président du Rassemblement, un groupe de l'opposition. Le deuxième événement, c'est ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est le meeting de la majorité présidentielle au stade Tata Raphaël de la Kétule, un stade plein à craquer, et une ville qui a vécu une époque des mobilisations, fortes mobilisations. Vous l'avez constaté, depuis l'arrivée de Tshisekedi jusque chez lui, il s'est passé beaucoup d'heures parce que beaucoup de Congolais sont allés pour l'accueillir et lui montrer leur soutien. En même temps, la majorité a appelé ses partisans. C'était aussi plein. Nous pouvons dire que, en ce qui concerne la mobilisation, les 2 camps politiques ont manifesté leur puissance. Nous pouvons dire 2 forces politiques, mais nous avons un seul pays. Nous avons donc une seule destinée, c'est celle de construire une nation de puissance. Que va-t-il se passer ? Comment les hommes politiques qui se sont mobilisés, qui ont démontré qu'ils étaient d'une certaine manière ancrés dans la population, vont gérer cette mobilisation et vont gérer cette popularité. Il faudra que cette popularité soit connectée à la République et là nous nous trouvons. Nous nous trouvons ici pour trois niveaux de compréhension de l'actualité. L'actualité, nous pouvons faire des commentaires. Chacun de nous a le droit de faire des commentaires. L'actualité, nous pouvons avoir une opinion, nous pouvons être de la majorité. Nous pouvons être de l'opposition, nous avons le droit d'avoir une opinion. L'actualité, nous pouvons en faire une analyse, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire certaines analyses qui nous permettent de nous connecter à la République. La République est le bien de nous tous, et personne ne peut, d'une manière ou d'une autre, au nom de sa popularité, compromettre la République. Jérôme Sekana est avec nous, je salue. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. José Nawesh, bonsoir. Bonsoir Willy. John Ngomba, bonsoir. Bonsoir Willy. Diana, bonsoir. Bonsoir. Et Bruno Bolisson, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais commencer à présenter vraiment à Bruno Bolisson nos condoléances pour ce qui est arrivé à sa famille. Il a perdu son papa. Nous avons donc été de cœur avec lui et ceux qui étaient avec lui savent que Bruno, c'est un fils digne qui a honoré la mémoire de son père. Mesdames et messieurs, nous sommes donc là devant une démonstration de force puissante. La première question que je vous pose, ne revenez pas aux commentaires, n'allez pas aux opinions. Vous en avez droit et vous pouvez faire des commentaires. Allons aux analyses, essayons de comprendre. Que faut-il attendre demain de cette classe politique qui est appelée au dialogue, mais qui a commencé d'abord par faire une forme rappel de troupes avant de se rencontrer? Qu'est-ce que ça vous inspire comme modèle d'analyse? Au lieu d'aller directement au dialogue, d'abord on fait meeting, on fait appel au rassemblement. José Nawesh. Oui, d'abord, à chacun son travail. Il est dans la nature des hommes politiques de montrer des muscles. Ici comme ailleurs, c'est cela, c'est dans leur ADN, premièrement. Et à la veille d'une grande négociation comme celle du dialogue, c'était normal que l'on assistât
à des positionnements et des repositionnements. La politique n'est rien d'autre que cela, ici comme ailleurs. Cela étant dit, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de considérer l'état du pays. De se dire, si l'on a la force de mobiliser, comme nous avons assisté mercredi dernier à l'occasion du retour d'Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS et du Rassemblement, et comme nous venons de l'assister tout à l'heure à l'occasion du meeting de la majorité présidentielle, alors si on a l'occasion de mobiliser des foules, il faut se poser la question qui vaille, la seule question qui vaille, quelle perspective pour ce pays sur base de ça? C'est la question fondamentale en regardant l'état du pays. Pour quelle perspective? Pour parler de l'opposition, de l'UDPS en particulier, parce qu'il faut bien nommer les choses, Étienne Tshisekedi n'était pas à son premier bain de foule. Chaque fois qu'il rentre, je me souviens, certains d'entre nous autour de cette table aussi, nous avons eu à faire le pied du stade, plutôt de l'aéroport jusqu'ici à la 11e rue, et c'était impressionnant, nous étions en 91, pour parler comme des Belges, parce que là aussi, ils rentraient de Belgique. Et donc, moi, je considère que c'est un atout, mais un atout qui doit être mis au service du pays. De la même manière en face, si on a l'occasion, pendant qu'on est aux responsabilités et que par conséquent on est comptable, mais si on a des partisans, comme nous venons de le dire, nous venons de le voir, il faut aussi se poser la vraie question, tout ça pourquoi? Et le dialogue, je n'anticipe pas, j'imagine, le dialogue est cet espace rêvé, privilégié, pour que les uns et les autres fassent ce qui importe le plus pour ce pays, pour cette population, c'est à savoir le compromis historique. Merci. Bruno Brelson, on commence par vous. Comment vous avez vécu cette démonstration de force dans les deux camps? Merci Willy. D'abord pour le retour de Tshisekedi, je crois que José m'a bien précédé. Nous avons observé de près la mobilisation des militants depuis l'aéroport d'Ndjili, dont les abords étaient bondés de monde. Et le président Étienne Tshisekedi a choisi la méthode qu'il devait choisir, c'est-à-dire la progression en ralenti. Il a fait pratiquement plus de 5 heures du temps depuis l'aéroport jusqu'à sa résidence à Limité, un parcours qu'il pouvait bien gagner dans 20-15 minutes. Et ça lui a permis, je crois, de communier avec ceux qui étaient venus l'ovationner, avec la mobilisation des autres partis politiques de l'opposition, faut-il les rappeler. Aujourd'hui également, je crois que c'était une riposte à bout portant. Je venais fraîchement avant l'enregistrement de l'émission du stade Teta Raphaël. J'ai vu le stade était archi plein. Il y avait des militants de tous les sociétaires de la majorité présidentielle, avec en tête le PPRD, mais il y avait également une poussée de mobilisation des jeunes partis comme le CNC, de l'honorable Pius Mwabilu, mais des autres comme le Burek, la FDC toujours, qui est toujours très mobilisé, mais aussi et surtout une forte mobilisation des militants du PALU, qui est un allié majeur de la majorité présidentielle. Et donc, ce qu'on peut noter, c'est le retour vers la population. Et aujourd'hui, nous tendons vers la fin de la décision de la parole par procuration. La plupart du temps, on a vécu le temps où le peuple nous a mandaté, Maintenant, même les députés nationaux et les sénateurs savent que le moment de remettre le pouvoir s'approche et il faut chercher à mobiliser cette population. Et donc, c'est une guerre, une bataille de la territorialité, du contrôle du terrain qui s'amorce et c'est une bonne chose. Mais dans un cas comme dans un autre, ils savent que la meilleure façon de parvenir à donner à la population la parole à travers ces élections, c'est le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition comme la majorité est d'accord à reconnaître que le fichier électoral qui se trouve actuellement à la CENI, il est pratiquement défectueux. Il faut l'actualiser. Et le délai constitutionnel se resserre. Chaque jour qui passe nous montre qu'il sera plus facile à un cheval de passer par les trous d'une aiguille qu'à la CENI d'organiser les élections avant. Merci, merci Bruno. Là où le dialogue s'impose. D'accord. Diana, éditeur de La Colombe.
Bon, nous avons assisté, nous le savons, comme José Nawej l'a dit, que nous n'avons pas été surpris par la mobilisation qu'il y a eu de l'aéroport jusqu'à la résidence de Etienne Tshisekedi, parce que ce n'est pas une première, nous avons déjà vécu ça. Nous savons qu'à Kinshasa, il peut mobiliser. Nous savons aussi que Kinshasa sait se mobiliser. Nous avons vécu Jean-Pierre Bemba de l'aéroport au stade de Tata Raphaël, mais avec toute sa vigueur de sa jeunesse à pied. De l'aéroport jusqu'à... Joseph Kabila a vécu ça, on a vécu ça aussi avec Joseph Kabila, le 27, donc à la veille des élections de 2006, de l'aéroport à pied. Donc ce sont des scènes auxquelles nous sommes habitués. Mais ce que je voulais qu'on tire comme leçon maintenant, c'est la capacité de chaque camp politique de transformer ces foules-là en voix. Parce que ça ne sert à rien de mobiliser des gens autour qui ne peuvent pas apporter des voix. C'est-à-dire, deuxièmement, transformer cela en voix et deuxièmement, le transformer en militant. Les gens doivent savoir que désormais, le pouvoir, c'est par des élections. Qui dit par les élections, dit les militants. Avant que les sympathisants viennent, il faut d'abord avoir ses propres militants, c'est-à-dire des inconditionnels. Cela, la grande. Mais l'autre leçon que, en tant que nous sommes à l'espace républicain, c'est que les gens sachent que nous sommes dans un nouveau système politique. Nous ne sommes plus en 1990, où toute la mobilisation avait pour objectif le départ de Mobutu. Avec comme objectif le changement. Le changement de quoi? Le changement des systèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un changement qui a été opéré à Sun City, où il y a eu un nouvel ordre politique. C'était le combat des 90 jusqu'au dialogue intercongolais. On a mis en place un nouvel ordre politique. C'est un nouvel ordre qui est là. Que l'opposition se batte pour que l'administration Kabila parte, c'est normal, c'est constitutionnel. C'est tout à fait normal, c'est pour cela que ça existe. Que les gens pensent que nous sommes là pour que l'alternance ait lieu. Mais en 2006, il y avait possibilité d'alternance. Si Jean-Pierre Bemba veut gagner, il y aurait alternance. En 2011, si Tshisekedi l'avait apporté, il y aurait alternance. Donc l'alternance n'est pas privée aux gens. L'alternance, on se bat pour ça et c'est pour cela que les élections s'organisent. Pour ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on organise ces élections dans le calme, dans la paix, pour que l'alternance ne soit pas accompagnée de ce que nous avons vécu, la guerre à Kinshasa, et d'où l'importance du dialogue, pour que les élections qui viendront soient les élections apaisées. Merci beaucoup, John Ngomba. Vous avez été certainement un des grands reporters qui a suivi tout ça. Comment vous avez vécu ça? Moi, je pense qu'il y a une forme de décrispation, alors que nous venions d'une période, on va dire, un peu tendue. Le fait que ces deux événements se soient déroulés sans casse déjà, c'est un bon signal. Parce que par le passé, entre autres, lorsque Tshisekedi revient à Kinshasa, il y avait toujours des craintes de débordement. Les militants de l'UDPS se sont montrés exemplaires et la police a vraiment bien fait son travail. Sans armes létales, la police a encadré les manifestants jusqu'à destination. Moi, je crois que dans notre environnement mouvant ici, c'est déjà un signal positif. Et aussi, bien entendu, en ce qui concerne la manifestation de la majorité au stade Tata Raphaël, sans oublier que nous sommes en train d'enregistrer cette émission le même jour et que le dimanche d'après, il est possible aussi que le rassemblement tienne son meeting et nous attendons que cette décrispation, ces comportements républicains, j'allais dire, puissent être démises, d'une part. D'autre part, il y a un appel à la responsabilité de la part des leaders politiques. Le pays étant ce qu'il est, il ne peut pas souffrir davantage de meurtrissures de la part des propos inconsidérés des deux camps. Parce que nous sommes dans une phase où il y a une cristallisation politique et les militants sont prêts aujourd'hui à respecter les mots d'ordre, quels qu'ils soient, de leur leadership. Donc, les leaders politiques sont mis devant leurs responsabilités historiques pour que les pays, déjà, ne ratent pas ces tournants, mais qu'ils
l'aborde dans le calme, parce que nous avions déjà vécu des scènes tristes et qui ont marqué durablement, entre autres, l'économie de ces pays. Merci, vous avez trouvé le mot économie et ça me permet de parler à Jérôme, de donner la parole. Jérôme Sekana, il est vrai que ces situations, on peut dire une relative décrispation, parce qu'on est en train d'aller vers le dialogue, tombe quand même mal sur une situation économique qui, elle, n'est pas vraiment proche du dialogue. Hein? La situation économique n'est pas bonne. Comment vous conciliez maintenant? Comment on fait pour que les hommes politiques agissent en responsables aussi sur cette question-là économique? Oui. Willy Kalingai, d'abord, je dois saluer le fait que le peuple est en train de s'exprimer à travers toutes ces manifestations. Et nous avons un seul pays, la République démocratique du Congo. Mais dans cette République, nous avons deux forces qui se manifestent, comme vous l'avez dit, la majorité globalement et l'opposition. Et nous avons une seule solution, le dialogue. Le dialogue, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à mesure de résoudre tous les problèmes qui se posent maintenant si nous ne dialoguons pas. Donc, c'est incontournable. Et lorsque moi je vois des millions de gens, comme c'est le cas les jours de l'arrivée de Tshisekedi, et je vois un stade Tata Raphaël plein comme un œuf, cela veut dire que le peuple s'exprime, a besoin d'entendre un discours. Moi, je m'intéresse plus en tant que communicologue et communicateur sur le discours qu'il faut transmettre maintenant à cette population-là. La population a besoin d'entendre un discours qui va... Donc le peuple a besoin d'entendre un discours qui va le réconcilier avec lui-même. Et pour rebondir à ce que vous veniez de dire, nous sommes dans un environnement économique qui n'est pas bon au niveau mondial et au niveau du pays, vivant bien sûr ces chocs exogènes découlant de la chute des matières premières qui tirent notre croissance, nous sommes en train de perdre le moyen de notre politique et vous avez les réserves d'échange qui fondent comme neige à vue d'œil, en deçà d'1 milliard aujourd'hui, et ce n'est pas un bon signal. Et au même moment, ceux qui devraient nous accompagner commencent à nous lâcher. Et ça, c'est un mauvais signal parce que lorsque la Banque mondiale, le Fonds monétaire, tout ça, disent qu'ils ne nous apportent pas des appuis budgétaires, moi, j'interprète autrement. Voilà pourquoi il faut prouver à ceux-là qui font peut-être des calculs sans nous ou qui projettent des choses pour que ça arrive dans notre pays, que nous puissions avoir la maturité politique de dire à ces gens que nous pouvons nous réconcilier. Et pour y arriver, il y a 3 petites solutions. La première, c'est qu'il faut que nous n'avons pas quelqu'un qui s'occupe de la réconciliation, les médiateurs nationaux. Les hommes de Dieu, je reviens à ce que j'avais dit. Avant de passer à la politique visible, il y a aussi la politique invisible qui s'est fait en coulisses. Ceux qui ont la charge de s'adresser à nos cœurs et tout ça pour nous réconcilier avec Dieu, doivent également travailler pour approcher les tenants de ces deux puissances. Ça, c'est de 1. De 2, tous ceux qui vont s'adresser à la foule. Parce que la foule, elle peut venir, vous vous adressez à elle, mais si vous ne contrôlez pas votre langage, vous pouvez la mener à se révolter ou à faire des casses à partir de votre discours. Donc, le discours qui doit être prononcé, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition au jour d'aujourd'hui, ça doit être un discours responsable. Troisième chose, et je termine par là, ce que nous devons faire très attention. Ce n'est pas en ce moment où nous avons, le monde fait ses calculs sur notre pays, que nous devons dilapider les maigres moyens que nous avons. Et surtout que nous venons de loin avec la stabilité du cadre macroéconomique et tout ça, nous étions, souvenez-vous, l'année dernière, parmi les 10 pays réformateurs. Donc nous devons maintenir l'élan et surtout essayer de supprimer les petites divergences qui peuvent naître entre les décideurs. C'est fondamental et il faut que chacun de nous apporte sa petite pierre. Moi j'ai titré dans mon journal qui est sorti hier, mon pays va très mal. Si vous lisez, vous allez comprendre que nous sommes dans une mauvaise situation où chacun de nous
a l'obligation d'apporter sa petite pierre pour sauver notre nation parce qu'il y a péril en la demeure. Merci beaucoup Jérôme Sekana. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à Espace Républicain, nous examinons le contexte d'aujourd'hui. Là, nous venons vraiment, je crois que vous êtes d'accord avec moi, nous avons d'une manière ou d'une autre confirmé que les politiques ont un ancrage sociologique et qu'ils ne parlent pas en vain et que, quelle que soit leur position, c'est une position qui se trouve ancrée dans la population. Maintenant, la question qui se pose à nous, et je crois que ce sera la deuxième partie de cette émission, c'est que sont-ils capables d'un sursaut patriotique exemplaire pour arriver à ces consensus? Parce que l'exclusion et le manque de consensus restent le mot qui ronge notre modèle démocratique. Il y a eu un sursaut en 2002 à Sen City, quand les hommes politiques se sont rencontrés, alors que le pays était divisé avec des territoires occupés, etc. Les hommes politiques se sont rencontrés et ont fait un effort, en tout cas magistral, et ils se sont organisés pour pouvoir ne regarder que l'unité du pays et pourquoi pas l'unité d'action. Sont-ils capables d'arriver à ces sursauts tels que vous les voyez aujourd'hui, tels que vous les entendez? Et s'ils ne sont pas capables, comment faire pour qu'ils y arrivent? C'est la question que je vous pose, et d'un examen minutieux de l'action politique, parce qu'elle peut s'arrêter simplement à la mobilisation. Et si elle ne devient pas, comme l'a dit quelqu'un, même je ne suis même pas encore au niveau des militants et des voix, parce qu'avant d'arriver aux élections, il faut d'abord arriver au consensus. Ce consensus n'est pas encore obtenu. Alors, notre classe politique est-elle capable de ces sursauts? Et je vous repose encore une deuxième question, vous allez répondre chacun. Et alors, comment nous faisons aussi pour combattre ce qui apparaît comme étant une forme de mercenariat dans la classe politique, qui devient un référentiel. Donc, les gens se transforment pratiquement en mercenaires et sont au service de tout le monde. Alors, on répond par Jérôme, très rapidement. Très rapidement, moi, je crois en la capacité de nos hommes politiques à pouvoir surmonter la situation que nous traversons. Il est question d'abord de faire en sorte qu'on arrête la langue de bois, qu'on se parle en se regardant dans les yeux. Deuxièmement, qu'on arrête les provocations, parce qu'il y en a, on se regarde en chien de faïence. Ça ne sert à rien. La démonstration des forces, elle est là. Nous venons de voir que le peuple est derrière les uns et les autres. Jérôme, maintenant, allez vite dans votre offre d'intelligence. Qu'est-ce que vous proposez qu'ils fassent? Ou si vous dites qu'ils sont capables. Le rapprochement. C'est ce qui est en train d'être recherché. Oui, le rapprochement doit se faire. Et c'est là, je reviens dans ce que je vous disais, que n'ayant pas un médiateur national... Mais là, nous avons déjà un facilitateur. Le facilitateur, écoutez, le problème... non. Réquisé, mais il y a toujours des points de convergence. Parce que le problème, c'est ça notre tendance. On a toujours pensé que pour que les Congolais s'entendent, il faut qu'il y ait quelqu'un venant de l'extérieur. Non, mais vous venez de suggérer vous-même un médiateur. Oui. Est-ce qu'il faut-il absolument qu'ils aient un médiateur pour se parler? Ils se connaissent tous. D'ailleurs, souvent, c'est des amis. Oui, ils ce sont des amis. Partis politiques, mais parfois même des collègues dans le même gouvernement. Voilà, là, vous me rejoignez. Parce que le problème, c'est quoi? Ils se connaissent très bien, mais il y a d'autres qui ne se parlent même pas au téléphone. Vous comprenez? Alors qu'ils pouvaient se parler au téléphone. Et ils pouvaient effectuer des visites. Au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un se déplace, on les surveille, on dit mais il va où, il va faire quoi? Donc il faut transcender tout ça. Voilà pourquoi moi j'ai dit que on peut avoir, il doit y avoir des grands esprits qui s'élèvent avant même qu'on arrive au dialogue. Parce qu'il y a toujours des petites... pour rapprocher les gens. Bien sûr. Je reviendrai à vous tout à l'heure. En vous demandant de citer quelques noms. Hein. Vous cherchez des noms que nous pouvons suggérer, parce que cette émission est très suivie. Écoutez, elle est très suivie, hein. Nous sommes suivis et on nous prend au sérieux. Mosengo, je l'avais encore cité. Nous nous prenons au sérieux. Vous allez revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà. Mais reprenons d'abord la question. Je crois que je reviendrai à vous à la fin. Je commence par Bruno et nous passons comme ça. Je crois qu'il faut donner les bénéfices de la bonne foi. Malgré que l'ordonnance qui convoque a été faite depuis plus de 8 mois. Nous sommes en train d'aller vers une année qu'on a convoqué le dialogue qui ne se tient pas. Il y a des Vous continuez à donner toujours des bénéfices. Il y a des avancées, Willy Kalinga. La fois passée, j'ai dit que on devrait observer une chirurgie dans le contenu de l'ordonnance présidentielle qui a convoqué le dialogue, parce qu'il y a eu des avancées,
les autres qui tenaient à ce qui est un facilitateur international, parler international, ont fait des avancées vers les rapprochements. Et je crois que même le contenu du dialogue peut évoluer. Aujourd'hui, ce qu'on peut suggérer, parce que vous avez voulu le pragmatisme, mais ce qu'on peut suggérer dans les deux camps, c'est qu'ils entretiennent bien la calmie qu'il y a. En tout cas, depuis l'aéroport, le mercredi passé, jusqu'au stade Tata Raphaël, on a vu que sur le plan des discours, il y a eu une modération. Parce que l'extrémisme dans le langage, l'escalade verbale est aussi dangereux que l'escalade des armes. Et ça commence par le verbal, les invectives, les tirs croisés, des phrases, des petites phrases assassines, et à la fin, il y a des remontées. Donc dans un cas comme dans un autre, on doit surveiller, on doit éviter l'extrémisme. Deuxième chose, dans un cas comme dans un autre, on doit faire confiance aux autres qui sont dans l'autre cas, parce que vous avez dit, nous sommes dans un même pays. Aujourd'hui, la situation, la pression économique autour de notre pays montre que nos hommes politiques ont une lourde responsabilité de sauver ce pays. Sinon, quand ça va déraper, quand ça va dérailler, personne ne connaîtra la destination. Et on peut penser qu'on est dans la bonne voie, on sera gagnant, mais on risque de se retrouver grand perdant. Donc, ils doivent se retrouver autour d'un dialogue franc et constructif. Un dialogue où chacun ne viendra pas avec toutes les prétentions de tout gagner à l'avance et de tout gagner après ce dialogue-là. Il faudra que chaque camp fasse des concessions, qu'il perde une partie de ses ambitions de départ pour qu'à la fin de ce dialogue, que ce soit les pays qui gagnent. Est-ce que la question reste, et vous avez quelques secondes pour répondre, sont-ils capables de ces concessions? Vous avez dit oui. Oui, ils sont capables. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rendre les dialogues, rendre la bonne foi qu'ils ont montrée à travers des grandes manifestations, descendre avec cette bonne foi jusqu'à la base. Moi, je voudrais que les églises, la plupart des églises qu'on a dans notre pays, soient mises en contribution pour faire passer le message du dialogue, le message du consensus. Vous rejoignez donc les écoles, les conférences, débats soient organisés, et qu'on ne reste pas aux grandes manifestations à tonalité cosmétique, mais que la communication suive jusqu'à la base. Merci. Diana? Ah oui, mais je commençais par dire qu'en ce qui concerne les médiateurs nationaux comme solution, je pense que même si Jésus-Christ descendait, personne ne l'écoutera. Si on faisait de Jésus-Christ le messager. Vous voyez, même les gens, il y a des gens qui doivent être normalement neutres. Le président de la CENI, toutes les lois lui donnent une sorte, mais les gens le mettent toujours dans un camp ou dans un autre. Il suffit qu'il les regarde. Non, mais pourquoi il a regardé trop longtemps de l'autre côté qu'ici? Il est de l'autre côté là. Alors, je voulais dire ceci. La bonne foi, ça ne s'octroie pas. Nos acteurs politiques sont capables de quelque chose, mais à condition qu'on les amène devant leur propre réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que des partis qui ont réellement l'ancrage, comme l'UDPS, le PALU, le PPRD, et vous suivez, je peux descendre la hiérarchie dans la deuxième génération, le CCU, le parti de Bayati, là, comment ça va, vous descendez un peu plus bas, les MC. Vous voyez que ce parti-là sont plus ou moins sereins. Vous les trouvez rarement dans les médias avec de langage infectif. Mais voyez ceux qui ne représentent rien. On parlait de mercenaires là. Voilà ceux qui ne représentent rien. Ce gens-là pensent que la seule façon pour eux de survivre comme politique, c'est ce discours-là. Et c'est là où ils font quoi? Ils font donc abusivement et mal intentionnement la mauvaise lecture de la situation. Il y en a qui pensent qu'ils sont là pour, comme nous étions de 90 à 97. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment, il faut se battre politiquement. Et les mercenaires sont dans les deux camps. Voilà, les mercenaires, mais ils reviennent. Partout là où on paye, ils vont, ainsi de suite. Alors, c'est pour dire que si on ne met pas ces gens-là devant leurs responsables. Je parle un peu de l'UDPS, vous êtes des témoins. Nous voyons toujours dans le couloir de la 12e rue, là, tel que je suis. Je dis ceci. Vous ne voyez pas que déjà, en ce qui concerne l'UDPS, il a déjà dans son camp un URD. L'autre fois, vous savez que l'URD, c'était ceux qui parlaient le plus à l'Union sacrée. Et leur objectif, c'était quoi? Détourner ce qui est l'UDPS de leur sens et lui prendre le pouvoir. C'est l'URD. Aujourd'hui, il y a déjà un URD en puissance au sein et qui se montre le plus, qui aime le plus ce qui se crée. Et l'UDPS, comme toujours, déploie son parapluie et ces gens-là entrent sous le parapluie. Ils sont protégés, et ils ont quelque chose. Mais voyez, dernièrement, ceux qui ont été élus par les Mounières,
Ils ont apporté le Mniere, il est élu. Et quand le propriétaire de Mniere dit ne siégez pas, il siège. Et aujourd'hui, ils ont attendu cette occasion pour revenir. Ils reviennent. Quand vous avez ces gens-là. Nous sommes là pour construire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pour construire, il faut dire à chacun qu'est-ce qu'il représente réellement. La majorité doit cesser de penser qu'à l'opposition, là, il n'y a que des sympathisants, il n'y a rien. Tenir compte. Et l'opposition doit simplement dire non, et là-bas, j'entends quand je suis en train d'arriver, parce que je suis arrivé à moto jusqu'ici. Hein. Alors, je dis, non, Bazo paie ça, $10, c'est pourquoi Bazo Kende. Mais je vous dis que ces $10 là, on aurait dû dire en 2006, pour quelqu'un pour aller voter, on lui a donné $10 000. En 2011. Donc, on dit une erreur, c'est une fois. Quand la chose se répète, vous devez la prendre au sérieux et vous préparer en conséquence. L'opposition doit se préparer effectivement. Mais si vous ignorez la véritable force de votre adversaire, vous n'arriverez jamais, et vous serez un agitateur, vous n'arriverez jamais à ce qu'il y ait la paix. Parole de sagesse de Diana et John Ngomba sur la même question par rapport à la capacité de la classe politique de faire les sursauts qui est attendu pour arriver au consensus attendu et surtout éviter l'exclusion. Ok, je voudrais faire deux observations, enfin, deux constats. Nous sommes au bord du gouffre ou proche d'une explosion, dans deux sens. J'utilise des termes physiques. L'explosion dans une arme à feu est mortelle. Et l'explosion dans un moteur à 4 temps est productrice d'énergie. C'est deux explosions. Mais vous allez trouver une explosion qui tue et une explosion qui donne la vie. À nous de faire les choix. Ensuite, il ne faut pas s'arrêter à l'exemple. Il faut aller maintenant à la monstration. Oui, j'y arrive. J'y arrive. Il y a une erreur de perception sur ces dialogues. Le dialogue est considéré comme une solution pour sauver la peau des Kabila. Or, est-ce qu'on n'a pas dépassé ça depuis longtemps, John? Non, je ne fais pas de fixation parce qu'il y a des extrémistes aujourd'hui. Parce qu'on a parlé des mercenaires. Il y a des extrémistes qui sont encore sur ces propos-là, qui considèrent que nous dialoguons parce qu'on doit sauver Joseph Kabila. Or, il y a un intérêt plus grand que sauver Joseph Kabila, qui est ce Congo ici. Je pense que c'est sur ce plateau que nous avions évoqué, entre autres, la question de l'Est. Par exemple, comment se ferait-il que ces dialogues occultent la question de l'Est? Est-ce que c'est humainement compréhensible? Est-ce que c'est humainement compréhensible? Nous avons parlé, et je crois que vous avez suivi un peu dans les propos de la semaine passée. Il y a quand même une prise en compte. Oui. Cette question-là, mais je vous en prie. Tout à fait. Alors maintenant, je termine en disant qu'à mon sens, il y a beaucoup de bonnes dispositions pour que les dialogues puissent se tenir de part et d'autre. Déjà, vous avez fait remarquer que le président Kabila, depuis qu'il a pris le décret, il est très patient depuis 8 ou 9 mois. Bon, il ne s'est pas énervé pour dire, bon, moi j'ai décidé, mais vous ne faites rien. Nous constatons aussi que ce dialogue ici, qui, dans l'opposition, en avait pris la paternité, si ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi, déjà bien avant 2012. Oui, il avait exigé ce dialogue. Et Tshisekedi n'a pas encore changé, malgré qu'il y ait les rassemblements. Soyons honnêtes, les rassemblements, en réalité, c'est UDPS+. En réalité, c'est UDPS+. Donc, les rassemblements auront quand même beaucoup de difficultés de se séparer de l'UDPS. Alors, cette construction-là n'a pas de considération différente en ce qui concerne le point de vue que Tshisekedi, ou la position que Tshisekedi avait émise depuis cette époque. Donc, aujourd'hui, il y a, nous l'avions dit ici, peut-être on sort les biceps, simplement. Hein, c'est une démonstration des biceps avant, peut-être ce que moi je considère comme une étreinte, parce que les deux camps n'ont pas d'autre choix que de dialoguer. Et bon, je termine par là. Si vous prenez, la communauté internationale, c'est un acteur qui avance planqué. On pense qu'il n'a pas un rôle. Or, il a un rôle, j'allais dire même un rôle très important. Merci, John. Et on connaît ce qu'il fait comme pression sur les uns et sur les autres, au-delà même de la volonté individuelle. Donc, merci, John Ngomba. José Nawej, je vous donne la parole en dernier, avant qu'on aborde la dernière partie de cette émission.
Oui, je commencerai par citer Albert Camus qui disait « À mal nommer les choses, on ajoute au malheur du monde ». Ça veut dire que avant d'analyser la situation qui est la nôtre, donc de répondre à ta question, deux choses, sursaut patriotique et existence du mercenariat, nous devons nommer les choses. Pour faire ce sursaut patriotique, qui doit faire ce sursaut patriotique? En d'autres termes, qui a vocation à décliner ce sursaut patriotique? C'est d'abord l'élite politique, la classe politique dans toute sa diversité. C'est une expression que j'ai entendue ce matin, dans toute sa diversité. C'est très compliqué chez nous. Même là, on ne sait pas bien nommer les choses. Oui, alors, et cette élite politique, ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y ait, nous appelons Espace républicain, notre première émission, qui, à mon avis, nous sert de balise depuis. Nous avons fait l'anatomie de notre classe politique. J'ai cité Camus, ne nous cachons pas derrière nos petits doigts. Le pays est en panne d'hommes d'État. Une chose est d'être homme politique, politicien, mais une autre est de devenir homme d'État. Ce sursaut patriotique ne peut être possible que si, dans ces pays, émergent, se révèlent des hommes d'État. Et donc, nous souhaitons de tous nos voeux, de tous nos cœurs, j'allais dire, excusez-moi pour cette tautologie, nous souhaitons de toutes nos forces que ces hommes d'État-là, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de 20 hommes d'État, on a besoin de 3, 4, partout la roue de l'histoire a tourné, il a suffi très souvent de très peu de gens. Et parce que nous sommes dans une espèce de logique de discours, quand vous voyez les masses qu'il y avait à l'aéroport il y a 2 jours, autour d'un homme, M. Tshisekedi, vous voyez en face, il y a un autre homme qui s'appelle Joseph Kabila aujourd'hui, qui existe aussi pour plusieurs raisons, qui a même l'impérium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà à ce niveau-là, s'il y a ces sursauts auxquels vous nous conviez aujourd'hui, s'il y a ces sursauts, les choses vont déjà changer. En 1945, au sortir de la Deuxième Guerre, l'Europe est tétanisée à genoux. Qu'est-ce qui s'est passé en 1945 en Italie, en France, bref, dans les démocraties occidentales? Il s'est passé ce qu'on a appelé le compromis historique. Ça veut dire que le Parti communiste, qui par définition n'était pas soluble dans le système occidental, par définition, j'ai presque envie de dire même d'ajouter par nature, le Parti communiste s'est délesté d'une partie de sa doxa, de son idéologie donc, pour faire chorus avec les libéraux, même les conservateurs, au nom de l'intérêt général, parce que l'Europe était à genoux. Mutatis mutandis, il me semble que nous sommes presque dans la même configuration. Et donc, là, nous devons en appeler à un sens élevé de l'État. Mais tout le monde ne peut pas être apte, n'attendez pas qu'il y ait 20 000 hommes d'État dans ce pays. D'où le mercenariat. Alors, le mercenariat, en fait, c'est la métastase de nos crises accumulées depuis. C'est comme un cancer. Ce sont des manifestations. Et ce mercenariat n'est pas que politique. Il est journalistique, je ne vous apprendrai rien. Il est religieux, je ne vous apprendrai rien. On peut multiplier. Ce mercenariat, on ne peut pas le gommer d'un trait. Ce mercenariat va disparaître quand émergera cette race d'hommes d'État, des gens qui montrent la voie. Merci, merci beaucoup, José Nawej. Une dernière question qui est en fait un souhait, un vœu que je voudrais formuler, parce que nous avons dit qu'il nous faut un sursaut patriotique, parce que nous avons dit qu'il faut que des hommes d'État émergent, parce que nous avons dit que la situation économique n'est pas très bonne et qu'il faut vraiment faire attention au peu de moyens qu'il y a, parce que nous avons dit que de toutes les façons, si nous ne faisons pas attention, nous n'avons qu'un seul pays. Alors, depuis quand même 15 ans que le président Joseph Kabila est au pouvoir, en tout cas officiellement, il n'a jamais rencontré Étienne Tshisekedi. La question que je me pose, et je vous la pose à vous, dans quelle mesure, avant les dialogues, une rencontre même symbolique entre les deux hommes pourrait décrisper la situation, et comment nous, espaces républicains, pourrions solliciter de la part de ces hommes
mais surtout de la part de leur entourage, parce que c'est beaucoup plus les entourages qui en définitive font les agendas, est-il possible de rêver qu'une poignée de main puisse avoir lieu entre le président Joseph Kabila et le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, avant le déclenchement du dialogue même, et avant tout, pour que ce signe-là soit d'une certaine manière la connexion des forces en présence à la République. Voilà un peu mon rêve et mon souhait pour cette troisième partie. Ne divaguez pas, parlez très rapidement et nous terminons. Jérôme. Oui, ton rêve, il ne t'appartient pas seul, hein? Il appartient à tous les Congolais, parce que vous savez, cette poignée de main peut décanter beaucoup de choses. Quand on analyse froidement les choses, on sent peut-être qu'il y a des litiges entre les deux personnalités, notamment découlant des élections. Mais au moment où nous parlons, la situation a changé. Et on sent que, de par sa nature, le président de la République a une main tendue. Et si on lui demandait de recevoir Tshisekedi, je ne pense pas que ça peut compliquer. Mais de l'autre côté, d'après les informations que j'ai, il arrive que les émissaires du président de la République arrivent jusque devant Tshisekedi. Et non, j'ai le chef, je vais appeler le chef de l'État. Est-ce que vous pouvez parler avec lui-même au téléphone? Et il dit non, je ne parle pas. Donc ça, il faut que le vieux sage, que nous aimons tous, hein, parce qu'il incarne vraiment les changements, comme il aime bien les dire, essaie de mettre un peu d'eau dans son vin, et pour décrisper la situation, si on peut obtenir cette poignée de main entre Tshisekedi et Kabila avant les dialogues, et qu'ils se parlent en hommes, en se regardant dans les yeux, on peut faire un pas de géant vers la bonne direction. Merci. Bruno? Ouais, je crois que le président Kabila a déjà donné l'exemple en 2006, en faisant les déplacements vers Jean-Pierre Bemba, qui était son challenger au deuxième tour. Malheureusement, la bonne communication n'a pas suivi cette rencontre-là. Et ça s'est limité à un certain niveau. Aujourd'hui, ce que Jérôme Sekan a dit, c'est fondamental. Donc, les démarches peuvent se faire d'un cas comme de l'autre camp. Je crois que le président Kabila peut recevoir Etienne Tshisekedi chez lui. Ça va nous décrisper la situation. Ou les sens inverses, il peut faire les déplacements vers le président Etienne Tshisekedi à Limité. Ça peut décrisper également la situation. Mais le message ici, notre vœu, notre rêve, notre souhait s'adresse, je crois que fondamentalement, c'est vrai aux deux leaders, mais aussi à leurs entourages. Vous avez parlé de l'exclusion. Malheureusement, la question a été effleurée en bas de casse. On ne l'a pas évoqué. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Etienne Tshisekedi en l'isolant des forces qui l'entourent. Et ce qui s'est passé mercredi, ce n'est pas le fait de l'UDPS seul, en carrière solo. C'est le fait de tous les partis politiques qui entourent l'opposition politique. Et ce qui s'est passé au stade Tata Raphaël, ce qui se passera peut-être au Palais du Peuple de la semaine qui suit, n'est pas le fait du PPRD seul. Et on a démontré, depuis 15 ans, depuis que les élections ont été organisées, on a démontré qu'aucun parti n'a jamais gagné les élections seul. Et le Parlement qui est là, la configuration du Parlement, le montre. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'exclusion et il faut que les faucons et les colombes qui entourent les deux camps, les deux leaders de deux camps politiques, savent une fois manger voilà, en même table. Pour une fois, on peut avoir les mêmes graines. Voilà. Merci Bruno. Merci Diana, par rapport à mon rêve là. Bon, mais moi j'ai un leader qui dit toujours que la fonction du rêve, c'est de garder le sommeil. C'est pour dire que c'est lui qui rêve dort. Donc, mais si vous voulez être un homme d'action, il faut sortir du rêve. Et surtout, moi, je ne me mettrai pas à rêver aujourd'hui la rencontre Tshisekedi-Kabila. Elle n'aura pas lieu. La rencontre des hommes, mais je voudrais que l'intérêt que Tshisekedi a pour le Congo et l'intérêt que Kabila a pour le Congo, ces intérêts-là se croisent. Les hommes peuvent se haïr comme ils peuvent. Parce qu'en fait, je parle d'un exemple. En 2001, lorsque Kabila arrive, qu'est-ce qui a empêché à ce moment-là, il y avait quelle vérité des urnes pour que Tshisekedi ne se rapproche pas du président de la République qui venait d'être désigné? Ce président a été accueilli avec le chef de l'AFDEL qui est venu, qui a pris notre parole, alors que l'AFDEL nous a trouvé en train de faire ce qu'on appelait quoi, le retour à la légalité. Nous n'étions pas dans la démocratie. Alors, en 2006, il y avait toute la possibilité, quand nous revenions du dialogue, comme au dialogue intercongolais, il y avait tout été balisé. En 2006, Tshisekedi était déjà
en colère parce qu'il a raté son poste. Donc, voilà, je voulais en arriver. Je voulais en arriver là. Ceux qui étaient avec nous, je ne sais pas, lorsque nous revenions du dialogue militaire à Pretoria, nous ratons l'avion, on nous fait dormir à l'hôtel Formule 1 à côté de l'aéroport là. Nous avons vu Joseph Olengankoy, il est là, il est vivant, à l'opposition. Non, le chef de l'État Kabila l'a envoyé pour chercher qu'il revienne ici. Parce qu'après le dialogue, il est resté là. Qu'il vienne pour qu'il participe à la lutte avec les autres pour la vice-présidente de la République. Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est Kabila qui a exclu Tshisekedi de la vice-présidente. Nous savons, nous tous ici, comment ça s'est passé au siège de la MONUSCO, comment Zaïd Ngoma a été élu à 6 h du matin. Qu'est-ce que vous avez eu comme coupage? Je le sais. Bon. En 2011. Non, les journalistes, ils étaient là pour rapporter. Ils étaient là pour couvrir. On ne nous donne pas le coupage pour voter. C'est pour couvrir. Bon, en 2011, vous savez, c'est récent, c'est hier, il y a eu cette fameuse vérité des urnes. Donc, qui a fait que l'un est président à Limete, l'autre est président à la Gombe. Ils ne pouvaient pas se croiser. Et aujourd'hui, on amène cela. C'est pourquoi nous avons dit, pour qu'il y ait une solution d'orgueil, les gens doivent être dans la vérité. La vérité, c'est être dans le réel. La politique, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. En France, partout ailleurs, c'est la même chose. Aux États-Unis d'Amérique, vous voyez d'ailleurs l'exemple qui nous donne. Faisons de mon rêve une réalité. Voilà. Et c'est possible, c'est possible que les intérêts se croisent. Si ce que Kabila appelle la passion pour le Congo, la passion qu'ils ont pour le Congo, qu'ils mettent cette passion ensemble. Magnifique, la passion pour le Congo est le pont qui peut permettre aux deux symboles de se rencontrer. John Ngomba. Oui, moi je pense que au-delà des intérêts, les intérêts sont représentés heureusement ou malheureusement par des hommes ici chez nous. Et c'est des symboles forts. Notre population en est encore là. Nous ne sommes pas nécessairement au niveau des idées. Nous sommes au niveau de la cristallisation de ces idées qui les représentent. Et un tel geste, à mon sens, est du domaine du possible. D'autant plus que, idéologiquement, l'UDPS et les PPRD sont du même bord. C'est ce qui est quand même assez étrange. Sont du même bord. Et que, on va dire même dans la lignée ethnique ou c'est pas moi quoi, vous allez retrouver Kabila qui se retrouve avec Tshisekedi quelque part. Alors, Tshisekedi, c'est pratiquement les papas de Joseph Kabila à l'africaine, quoi. Donc, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins et les responsabilités sont telles que une poignée de main, comme Mandela et de Klerk, peut permettre de décanter sérieusement la situation. Cette situation, on est sur un baril de poudre. Donc, il suffirait pour moi d'une poignée de main que cela décrisperait énormément la situation. D'autant plus que tous les faucons ont fait leur business sur la distance. Sur cette distance. Voilà. Merci, John. Les jours où on reconstituera les deux, je crois qu'il y aura des gens qui vont manquer du travail. Merci. José, nous allons terminer avec vous. Oui, je commencerai par citer un historien athénien grec que j'aime beaucoup, Thucydide. C'est à lui que nous devons l'histoire est un perpétuel recommencement. En réalité, il n'y a rien de nouveau. Certains d'entre nous ont vécu la période où il y avait un autre type de bipolarisation, Mobutu Tshisekedi, et nous avons assisté à cette poignée de main. Mais on connaît la suite. La poignée de main n'est pertinente que si elle procède d'un agenda national. Parce que quelle est la nature de notre crise, hier comme aujourd'hui? C'est que jamais on n'a eu en commun un agenda national. Pour arriver à cet agenda national, on a parlé d'hommes d'État, mais pour être homme d'État, il faut se délester des pesanteurs extérieurs. Il y a, je crois, c'est Mbolisson qui appelle la communauté internationale. Chez nous, la communauté internationale ne sévit pas, malheureusement, en accompagnatrice de l'action, mais elle sévit en inspiratrice de l'action. C'est ce qui parasite le débat intérieur. Donc, c'est à quoi nous devrions appeler. C'est à cet agenda national. Parce que c'est cet agenda national qui peut nous lier, nous tous, premièrement. Deuxièmement, aussi, la bipolarisation, elle est vraie. Bolisson a relevé la question de l'exclusion ici. Non, moi, au lieu de parler, je voudrais parler des forces politiques et sociales représentatives.
C'est très important dans l'agenda national, dans ce de quoi il s'agit ici. Je vais dire quoi d'un mot. Quand nous prenons l'Afrique du Sud, c'est lui qui m'inspire ça. Quand Mandela arrive au pouvoir, Mandela, l'ANC, un vieux parti, 100 ans depuis le 2012, qui est créé en 1912, me semble-t-il. Mais Mandela a la quasi-totalité des provinces d'Afrique du Sud. Mais le même Mandela sait que ça ne suffit pas d'avoir 90% des Noirs derrière soi. Ça ne suffit pas. Encore faudra-t-il que dans le KwaZulu-Natal, où il y avait Boutelesi, que l'ANC ne contrôlait pas, faudra-t-il avoir les leaders zoulous avec soi. Encore faudra-t-il avoir, vous avez parlé de Klerk, la caution blanche avec soi. Nous avons été tous en Afrique du Sud, ce pays-là est complexe. Notre pays aussi est complexe. Il serait réducteur de ne considérer que Kabila et Tshisekedi. C'est des figures emblématiques, on est bien d'accord, mais il faut tenir compte de la complexité sociologique de ces pays-là. Ça veut dire tenir compte des forces qui existent dans tel coin. Et aussi notre force dont on n'a pas assez parlé, c'est l'Église. Les églises, j'ai presque envie de dire, mais principalement la confession chrétienne, dans son ensemble. Non, Diane, ici, je suis, tu sais que j'ai beaucoup de sympathie, mais nous parlons ici de l'analyse sociologique. Ce pays est majoritairement chrétienne, dans toute sa diversité. Alors que le Nigeria est majoritairement musulman. Donc, si j'étais au Nigeria, je commencerais par l'islam. Ici, on doit commencer, me semble-t-il, par la religion chrétienne. Donc, en un mot, pour conclure, je crois que ce qui importe pour nous à cet instant, c'est de rêver, pas seulement rêver, Diane nous a bien rectifié, c'est d'en appeler à la définition, à l'établissement de cet agenda national. C'est l'agenda national qui va transcender des postures et des dimensions purement, des équations purement individuelles. Merci beaucoup Jérôme Sekana, merci beaucoup José Nawej, merci beaucoup John Ngomba, merci beaucoup Diana, merci beaucoup Bruno Mbolisson, merci à ceux qui ont suivi cette émission. Une émission, vous l'avez suivie, une émission qui a comporté de l'analyse, qui a comporté la prospective, mais qui a comporté aussi une partie du rêve. Nous rêvons de voir ce pays s'élever, parce que ce pays, comme nous l'avons dit dans la première émission, notre pays a une vocation de puissance, mais cette puissance ne viendra pas par un bâton magique, cette puissance devra être construite par des hommes d'État. Parce qu'on l'a dit, des hommes d'État pénétrés d'un agenda national, et nous l'avons dit, et c'était la fin de la parole par procuration. Nous voulons que les hommes qui comptent, les hommes qui pèsent, ceux qui aiment ce pays, ceux qui ont la passion de ce Congo, puissent s'élever et transformer nos rêves en réalité. Mesdames et messieurs, c'est donc par ici que nous mettons un point final à Espace Républicain. Nous voudrons donc saluer quelques personnes. Une seule personne peut-être, c'est M. Pascal Mwamba qui nous a écrit de Cape Town, où il nous suit régulièrement, un jeune homme qui nous fait beaucoup de suggestions. Nous allons en tenir compte dans les prochaines émissions, mais sinon, portez-vous bien là où vous êtes et continuez à nous soutenir, parce qu'Espace Républicain, c'est votre espace. Nous devons donc faire un effort pour y rester. Pour y rester, il faut, comme l'a dit José Nawej, garder l'agenda national en priorité et dépasser la question des hommes. Au revoir et à la prochaine.